C'est une hypothèse, d'autant plus que il n'y a rien d'écrit là-dessus, en fait. Dans la mesure où il n'y a pas, je ne connais pas de... Enfin, si, j'en connais peut-être quelques-uns, mais très rares sont les psychanalystes qui sont dans le champ lyrique, mais pas au niveau intellectuel, qui le pratiquent. Donc une expérience. C'est une expérience de ce que c'est que... Hein, le titre, c'est quelque chose qui tourne autour de la dimension du destin. Hein. Eh bien, c'est la question de qu'est-ce que pourrait être le destin d'une voix. Pas la voix, une voix. Donc c'est pas l'article défini. Quand on dit la voix, on sait à peu près de quoi on parle. Quand on parle d'une voix, on ne sait plus de quoi on parle, parce que c'est, comme le dit la langue, c'est indéfini. Alors, et l'indéfini est important parce que c'est l'illimité. Donc tout est possible d'une certaine façon avec l'indéfini. Alors, mercredi, j'ai déjà abordé cette question-là, vous pourrez trouver ça sur le site d'ici une dizaine de jours, sur l'articulation possible, j'insiste bien, possible, hein, entre le fait que, de même que quand l'être parlant essaie, c'est-à-dire ose, c'est-à-dire bafouille, essaie de bafouiller, notamment dans une situation que nous connaissons, qui est celle de la cure, c'est-à-dire le divan ou en face à face, c'est pas le problème, mais dès qu'on entre dans le cabinet du psychanalyste, on sait bien que quand on entre sur une scène, il y a beaucoup de choses qu'on avait pensées auxquelles on ne pense plus. Donc la question c'est, qu'est-ce que c'est que cette scène? Freud en a parlé de cette scène, il y a un moment déjà, mais on peut poser la question de savoir si cette scène, elle n'est pas toujours présente. Mais elle se caractérise par le fait que, alors là je vais dire des mots qui sont un peu forts, du fait qu'elle n'existe pas. Alors nous, quand on nous dit que quelque chose n'existe pas, ben ça veut dire qu'on n'y a pas accès, ça veut dire que, quasiment, comme on dit, ça n'existe pas. Or, ce mot exister, la langue nous dit que c'est une sistance particulière qui est ex, en dehors de tout ce qui peut être pensé. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, cette scène-là, l'hypothèse que je formule, à laquelle on va revenir, est-ce qu'elle n'est pas, en fait, je dirais, présentifiée quand ça peut arriver, et on va voir les conditions pour que ça arrive, dans la voix humaine. Et du coup, la voix, c'est pas uniquement le sonore, c'est pas uniquement la belle voix ou la pas belle voix. Vous savez qu'il y a des voix qui rendent malade, ça existe, ça. Et d'autres voix qui charment. Hein. Bon, ça mais c'est pas tellement cet aspect de la voix qui nous intéresse. Hein. C'est le fait que quand un être parlant parle, quand par exemple je parle, je mets je la première personne, parle à la troisième personne. Quand le je parle, hein, vous voyez l'ambiguïté de toute langue, dès que je dis, enfin dans la langue française du moins, si se dit je parle, je ne sais pas si parle est à la première personne ou à la troisième personne. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que quelqu'un qui entend quelqu'un parler, pas qu'il écoute. Quand on écoute, on est pris par le sens. Et on a toutes les chances de rien entendre du tout. Hein. Eh bien, quand on entend quelque chose, le moment où on entend quelque chose, hein, eh bien, c'est en quelque sorte l'apparition, la présentification d'une scène qui existe ou qui n'existe pas. La négation n'étant finalement pas si importante que ça, l'important c'est l'existence, que Lacan appelait l'existence de l'autre, hein, qu'il écrit avec un grand A. Alors, ce que je voudrais poursuivre ce soir, après cette introduction, ce que je voudrais un peu poursuivre ce soir, c'est le fil d'Ariane que j'ai commencé à déployer mercredi soir, à savoir cet insaisissable qu'est le brillant de la voix.
qui ne vient pas du tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on peut, enfin à ma connaissance, hein, que l'on peut, comment dire ça, qu'on peut trouver. C'est une trouvaille. Hein, c'est une trouvaille. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut trouver comme ça, en se mettant à chanter. Ça suppose, comme pour toutes sortes de choses, comme pour la plupart des choses, ça suppose d'avoir une certaine technique. Hein, et cette technique qui a été mise concernant la voix qui chante, qui a été progressivement mise en place en Italie, puisque c'est en Italie qu'est né l'opéra à Florence, hein, on va dire à la fin du XVIe siècle, oui, à peu de choses près. Hein, on pourra peut-être revenir là-dessus, je ne sais pas, on verra. Hein. Comme je ne fais pas quelque chose de préparé, je préfère laisser les choses aller comme ça. Hein. L'opéra est né en Italie, pas du tout parce qu'il y a eu un compositeur qui sait bien faire des opéras. Ça, c'est ce qu'on dit habituellement, hein. Souvent, mais en fait, c'est venu parce qu'à Florence, il y avait ce qu'on appelle des camerata, une camerata d'un comte qui s'appelle Bardi, et ils se réunissaient et puis ils se rendaient compte que le chant, dans le chant tel qu'il existait au Moyen-Âge, puisqu'on est à la fin de la Renaissance, hein, ça nous ramène évidemment à la Renaissance puisqu'il précède le Moyen-Âge, et bien à ce moment-là, il y avait. La voix n'était pas prise en compte et se développait ce qu'on appelle le contrepoint, qui était de plus en plus important et qui faisait que la voix était quasiment couverte. Alors il y a comme ça une réaction d'un certain nombre de personnes. Alors dans cette camerata, qui est-ce qu'il y avait? Il y avait le père de Galilée, par exemple, qui prenait plaisir, lui, à faire des déclamations, des vers d'Homère ou de Virgile, avec un instrument de musique et puis en chantant. Puis il y avait bien sûr le comte Bardi en question, puis il y avait des mécènes aussi, puis il y avait des amateurs, ils étaient très peu nombreux. Il y avait un chanteur qui s'appelle Péri, c'est comme ça qu'est apparu, on pourrait dire, le premier opéra qui était quand même une déclamation quasiment, qui est l'Orfeo de Péri en 1600. Habituellement, on date la naissance de l'opéra à l'Orfeo de Monteverdi vers les années 1607-1608. Hein. Donc, tout ça pour dire que, pour montrer l'importance de la voix humaine, et d'emblée je pars sur la psychanalyse, bien sûr, puis, ou sur la psychothérapie, ou ce que vous voulez, hein, dès qu'il s'agit de quelque chose, en général, eh ben, il s'agit que quelqu'un parle. Donc la voix est convoquée à ceci près que la voix qui chante, celle dont à laquelle je vais me référer, celle que vous allez entendre si vous demain soir par exemple, alors là, regardez ça demain soir, si vous avez mezzo à 20h je crois, c'est Madame Butterfly et Puccini, c'est un opéra extraordinaire, hein. Regardez ça vaut vraiment la peine. Hein. Je ne sais pas qui chante, on le sait, c'est après qu'on sait la valeur des chanteurs. Pourquoi? Ben parce qu'on est dans une période, je crois, je n'ai pas peur de le dire, mais si ça va apparaître sur Internet, où il n'y a plus véritablement des grandes voix comme il pourrait y en avoir il y a quelques années. Alors c'est une vraie question, à savoir dans quelle mesure le développement du discours scientifique, actuellement, et ça depuis la fin de la Renaissance, c'est-à-dire qu'il faut remarquer qu'à la fin de la Renaissance, vous savez, Descartes, hein, c'est 1620, hein, donc vous voyez que 1600 début de l'opéra, 1608, Descartes, 17e siècle, hein, 1620, vous voyez les choses s'articulent hein, quand même, et puis il y aura toutes les histoires entre les Italiens et les Français qui vont rapidement apparaître, hein, entre l'opéra italien et l'opéra français. Les Italiens vont dire que les Français ils gueulent, ils chantent pas, ils gueulent, etc. Et puis les Français vont dire que les Italiens ils font autre chose. Enfin, mais manifestement, c'est en Italie que ça se développe. Et la langue italienne se prête à ça à cause de poursuite de tout ce qui peut se chanter au niveau des voyelles. Alors, je reviens à la question de la voix. Quand on apprend effectivement à chanter sur le mode lyrique, pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, on ne chante pas d'opéra, on travaille sur les vocalises à partir des voyelles, et on commence par la voyelle I, et on essaie de développer tous les harmoniques qui peuvent apparaître dans une voix autour du I, et après on va passer au A, après au A, etc. Et quand tout ça est en place, et ça nécessite un certain temps, avec toute une série de techniques respiratoires, parce qu'évidemment, il faut arriver à respirer. Et
Quand on chante, on respire exactement à l'envers de quand on respire, quand on fait un footing, par exemple, quand on fait du sport. Hein. C'est-à-dire que c'est le moment de l'expiration. Hein, je vais vous montrer les choses. On inspire comme ça. Donc je vais faire l'inspiration, puis après je vais faire l'expiration. Vous allez voir le mouvement du corps qui va changer. Il ne faut pas que les épaules bougent. Hein. Donc quand on inspire, on remplit au maximum. Enfin, il n'y a pas besoin d'en avoir au maximum, mais c'est quand même comme ça qu'on peut expliquer. Donc, on remplit les poumons d'air, donc on inspire. Comme ça, et quand je suis en inspiration bloquée, comme ça, après il faut que j'expire. Alors je n'expire pas comme on a l'habitude, c'est-à-dire en soufflant comme ça. C'est pas comme ça que je fais. Il faut que j'expire en tirant sur la partie du corps qui est entre ici et ici, de telle façon que je crée quasiment un instrument avant. Et c'est dans cet instrument avant qui va être tout droit que la colonne d'air va arriver, et qu'elle va se diriger sur les cordes vocales. Et c'est la brisure de la colonne d'air sous pression sur les cordes vocales qui va faire une sorte de magma sonore. C'est pas la voix encore, contrairement à ce qu'on dit habituellement. C'est pas les cordes vocales qui font véritablement la voix. Peut-être pour parler, mais pas pour chanter, tel que j'en parle. Et il va s'agir après que l'air qui est passé, qui est venu se briser, qui a fait une espèce de son plus ou moins articulé, vienne se réfléchir là, sur la partie tout à fait antérieure du palais dur, pour que le son qui arrive à cet endroit-là puisse partir en direction du public. Pour comprendre pourquoi c'est dans le palais, il y a vous savez qu'à la partie postérieure, c'est le palais mou. Alors pour comprendre pourquoi ça doit être du palais dur, vous prenez une balle de ping-pong, une balle de ping-pong, vous la faites ressauter sur du sable, vous allez voir qu'elle ne va pas ressauter, c'est mou. Si vous la faites ressauter sur du plancher, ou ici par exemple, alors qu'elle va ressauter, donc il faut absolument une surface très dure pour que le son qui arrive puisse partir, et c'est à ce moment-là, c'est ça la magie, on pourrait dire, mais aussi l'énigme, qu'apparaît la dimension du brillant. La dimension du brillant n'est pas liée au fonctionnement strict des cordes vocales. Bien sûr que les cordes vocales, avant, on fait quelque chose, et notamment si les cordes vocales n'arrivent pas à se retrouver, à se réunir, et s'il y a par exemple un nodule, eh bien évidemment c'est fini, on ne peut plus chanter. C'est-à-dire qu'il faut se faire opérer et il faut attendre que les choses soient restaurées de façon satisfaisante. Bon, alors tout ça pour vous montrer que la voix dont je parle, cette voix qui est en jeu, qui n'est jamais là, qui n'est jamais acquise, c'est pas comme la voix avec laquelle je parle, là par exemple, elle est là, je n'ai pas besoin de faire des exercices particuliers, elle est là, c'est celle avec laquelle je parle, avec laquelle vous parlez, celle dont on parle là, c'est celle-là qui nous intéresse, elle n'est pas présente en tant que telle, il va falloir qu'elle soit créée. Et c'est là qu'on arrive à la création artistique, et au fait que, bien sûr, il y a des différences selon, on va dire, les êtres parlants, et c'est peut-être pas n'importe qui peut chanter, mais quand même, c'est pas non plus fermé a priori. Hein, c'est quand on a fait véritablement un certain nombre d'années, si on ne s'est pas découragé, qu'on peut savoir. Mais a priori, il n'y a pas de raison, même si on chante faux, c'est pas le problème, ça. C'est vraiment pas le problème. Hein, c'est de trouver quelqu'un avec qui on puisse travailler, comme toute chose d'ailleurs. Hein, quelqu'un avec qui on puisse s'entendre et on puisse travailler. Et surtout, évidemment, en relation individuelle, pas en relation... parce qu'on ne peut pas travailler, et ça, vous en doutez bien, même pas à 2 ou 3 à la fois, pour que ça soit vraiment en relation individuelle. Vous voyez, les rapprochements entre ça, déjà, même si c'est pas pareil, et puis ce qui peut faire qui peut vous conduire à aller parler à quelqu'un. Hein. C'est pas identique, mais c'est quand même très comparable. Et celui qu'on appelle le maestro, le professeur, il n'est pas là du tout pour faire des choses extraordinaires. Il est là uniquement pour entendre, pas pour écouter, pour entendre les harmoniques, ce qui apparaît, quand ils apparaissent, et pour faire comprendre, et pour faire prendre, au sens de comprendre, ce qu'ils appellent une certaine mémorisation, je pense que c'est plus compliqué que ça, entre ce qui s'est passé pour que telle harmonique arrive, et puis comme ils disent qu'on arrive un peu à le mémoriser. Mais je crois que c'est bien plus compliqué que ça. C'est un certain savoir-faire à ce moment-là. Avec quoi? Avec la langue, puisqu'on est avec les voyelles. C'est avec la langue.
Et je vous rappelle que l'inconscient est structuré comme un langage. Donc il y a quelque chose de très proche entre ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle les signifiants, c'est-à-dire les dimensions du sujet de l'inconscient, on y reviendra, hein. Surtout pour ceux qui sont là aujourd'hui la première fois, c'est peut-être pas évident du tout ce que je vais dire, mais c'est pas le problème. Essayez de vous accrocher comme vous pouvez à ce que je dis, vous saisissez la rampe, vous essayez de monter l'escalier. L'essentiel, c'est pas de comprendre comment sont faits les escaliers. Il suffit de suivre un petit peu les choses, c'est tout. Puis si ça vous intéresse, vous pouvez toujours retourner sur Internet pour un peu écouter. Mais c'est pas du tout l'objet de la soirée. Alors, on en revient à nouveau au fait que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un parle? Avec cette référence qui est que ce qui se passe quand quelqu'un parle n'est pas étranger à ce qui se passe lorsque un être parlant, je ne parle pas de l'être humain, parce que l'être humain, on ne sait plus ce que ça veut dire maintenant, hein. L'être parlant, puisque nous sommes tous fils du langage, au-delà du fait qu'on est fils d'un tel et d'un tel, par les chromosomes, par toutes sortes, par toute une histoire, on est fils du langage, c'est le langage qui transporte l'histoire. C'est pas du tout les souvenirs, les faits. C'est bien plus compliqué que ça. Ceux qui sont en analyse le savent bien, c'est bien plus élaboré que ça. Hein. Ça passe par le langage. Donc, qu'est-ce qui fait que le fait d'être fils du langage fait qu'on peut faire un rapprochement. Alors, un rapprochement. Et je n'utilise pas des termes théoriques pour le moment, je pourrais parler de jouissance, par exemple. Un rapprochement tout à fait particulier, ça c'est mon expérience, c'est pour ça que je peux en parler, puisque j'ai déjà fait, dans mon périple notamment, à un certain moment, une analyse, une pratique de psychanalyse, et à un moment s'est posé pour moi la question du chant, autrement que ce que j'avais pu rencontrer quand j'avais 15-20 ans, où je chantais, mais c'était pas du tout pareil. C'est-à-dire la question du chant lyrique. Hein, j'insiste bien là-dessus. Donc pour moi, il y a une articulation, puisque c'est mon trajet. Pour un autre, ça peut être autrement, mais je ne peux parler que de ce que je dirais même pas je connais, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle, mais de ce qui nous a traversé à un moment ou à un autre. Bon. Donc il y a sans doute quelque chose qui est très proche lorsque quelqu'un parle et lorsque quelqu'un chante, tel que je viens d'en parler, assez rapidement, avec la technique qui se transmet ou un par un, hein, comme j'ai bien insisté là-dessus, ou un par un, c'est pas les cours collectifs, hein, ou un par un avec quelqu'un qui lui-même l'a appris de quelqu'un. C'est exactement ce qui se passe dans une psychanalyse. Hein. En principe, ça doit être ça. Hein. Ça ne peut pas être autrement. Hein. Donc c'est quand même assez curieux cette affaire-là. Ce qui, vous savez, est actuellement complètement chamboulé, puisque maintenant, ceux qui sont enseignants savent bien que maintenant, bientôt, il n'y aura plus que des ordinateurs, si on pouvait. Ça n'a plus rien à voir. On n'est plus du tout dans ce qui peut se passer, justement, de singulier dans une approche avec quelqu'un qui essaie de vous transmettre quelque chose sans savoir comment il vous le transmet. Et ce qu'il vous transmet, c'est surtout pas ce qu'il pense vous transmettre. Il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose, il s'agit de transmettre, à travers. Hein. Alors, donc, je reviens à nouveau. Il doit y avoir une correspondance. Hein. Alors, on va prendre des termes. Il se peut. Alors, on va prendre même encore autre chose. Peu s'en faut qu'il y eut une correspondance entre le fait de parler et le fait de chanter. Et ce que je mettais rapidement comme ça, comme argument de mon séminaire, c'était d'où vient la voix qui parle en psychanalyse? Est-ce qu'elle aura un rapport avec la voix à partir de laquelle naît l'opéra? NAIT, ANEI accent circonflexe T, puis N apostrophe EST. Avec toute l'ambiguïté justement signifiante de la langue. Donc ça c'est vraiment une question qui me travaille, évidemment vous en rendez compte, hein, ça, je crois que c'est assez clair, hein. Et c'est quelque chose qui, évidemment, qui ma pratique, c'est sûr, et ça produit des effets, c'est évident, sans qu'on sache pourquoi c'est ça l'inconscient. L'inconscient, c'est pas de comprendre, c'est pas des prises de conscience anastriques, au contraire, les prises de conscience, c'est des résistances à ce qui est insaisissable et qui est du côté de l'inconscient. Donc c'est autre chose. Alors je reviens pour la 5e, 6e fois, toujours au point de départ. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je parle? Qu'est-ce qui est attendu quand un être parlant
se met à parler, hein, alors, il y en a un certain nombre qui le savent, ce qui est attendu, eh ben, c'est qu'à un moment, on fasse un lapsus, on ne trouve pas le mot, on soit arrêté par je sais quoi, on ne puisse plus parler. Et c'est ce que Freud décrit, tout ça, il y a plus de 100 ans, hein, dans la psychopathologie taligolitienne. Ce qui est attendu, c'est pas qu'il raconte je ne sais pas quoi pendant je ne sais pas combien de temps. Hein. Ça, alors là, ça ne sert pas à grand-chose, hein, sauf, je ne sais pas quoi faire, peut-être à dormir ensemble, c'est peut-être bien, hein, après tout, c'est de la clinique, hein, c'est clinique, c'est le lit. Hein. On peut tout de même être couché avec quelqu'un, comme ça, pendant une demi-heure, et puis... Ah, mais ça ne fait pas avancer les choses. Hein. Donc, il s'agit de s'arracher au lit, hein, et c'est pour ça que on a un style quand on travaille en particulier, hein, et c'est lié à ce qui s'entend. Bon. Alors, dès que je parle ou dès que je chante, en fait, alors là, vous allez peut-être sauter en l'air, mais tant mieux, sans le savoir, je réponds à une question. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, je ne peux pas arriver à parler. Hein? Il peut arriver que dès que j'arrive dans le cabinet du psychanalyste, hein, je ne puisse plus rien du tout, je ne puisse plus parler. Il ne me vient plus rien à l'esprit, je suis complètement sidéré. C'est pour ça que quelqu'un peut arriver sur une scène de théâtre, puis il n'a plus de voix. À partir de là, quelqu'un peut arriver sur une scène d'opéra, puis qu'il ne puisse pas chanter. Et ça, c'est très rarissime. Hein, je fais très rarissime, bien montrer les choses. C'est certainement plus fréquent au théâtre qu'à l'opéra. Ça veut dire que quand on chante, il y a quelque chose d'autre, on est d'emblée porté ailleurs, je pense, que quand on parle. Ce serait peut-être une différence, il faudrait un petit peu en débattre avec qui? Avec ceux à qui c'est arrivé. Parce que celui qui n'a pas rencontré ça, qui n'a pas travaillé ça, notamment en allant parler à quelqu'un, il peut dire strictement n'importe quoi. Pour expliquer, il va vous expliquer que c'est parce que je ne sais pas quoi, la veille il a vu je ne sais pas quoi, peut-être, mais c'est sans doute plus compliqué que ça. Parce que le fait de ne pas pouvoir parler, d'être sans voix, comme disent les précieuses ridicules, vous êtes Scudéry, là, le mot me manque, hein, mais quand je suis sans voix, en fait, je suis face à cette voix qui n'existe pas. Je suis comme ça, c'est-à-dire je suis je suis dans une face, ce qu'on appelle au réel, au sens de Lacan, hein, pas au sens habituel, au réel de l'objet voix, qui en fait ne peut être que de l'insaisissable. Il peut pas se noyer avec du symbolique, c'est-à-dire avec du son. Donc il n'y a pas la voix qu'on peut connaître habituellement. Je reviens, donc, si au moment où je parle, et c'est compliqué, je parle, c'est pas je bafouille, hein, c'est pas j'essaie de parler, c'est compliqué, le je qui parle, le je qui parle à la troisième personne, hein. C'est pas du tout le fait comme ça de mettre des mots et de construire des phrases, c'est plus élaboré que ça. Quand je parle, à ce moment-là précis, en fait, je réponds à une question. C'est-à-dire que je suis dans l'interprétation de quelque chose dont je n'ai aucune idée. Donc c'est ça qui est attendu. C'est ça qui est attendu, et c'est tellement attendu que, en général, quand ça survient, ça se passe au niveau de ce que Freud va appeler le mot d'esprit. Hein, pour l'exemple du familionnaire, qui est un néologisme, un mot qui n'existe pas, qui est la contraction, condensation, c'est-à-dire, de famille et de millionnaire. Hein, il y a une histoire particulière qui se développe à un moment, et au lieu de dire que, je ne sais plus exactement l'histoire, qu'il lui était familier, hein, eh bien cet homme justement qui était millionnaire, il réalise, le créateur du mot d'esprit, un nouveau mot, et il fait familionnaire. Et familionnaire, dès que c'est sorti, au moment où on l'entend, c'est ça la question. Comme à l'opéra, on est à l'opéra. Est-ce qu'au moment où on entend familionnaire, on va pouvoir rester là-dessus, sur ce point d'ordre en général, ou est-ce qu'immédiatement on va vouloir comprendre ce qui est en jeu? Habituellement, parce qu'on est fait comme ça, c'est pas vous, c'est pas moi qui avez décidé, on ne sait pas qui,
Bon, il paraît qu'il y en a un qui a un jour à décider ça. C'est ce que dit la légende, hein, le mythe de la création. Hein. Mais il y a quelque chose à un moment qui est vraiment une action même de la langue, qui se met à fonctionner et qui crée ce nouveau mot. Et quand ce nouveau mot est créé, celui qui l'a fait, ben, il est plutôt gêné, sidéré. Autrement dit, il faudra que quelqu'un l'entende comme un mot d'esprit. C'est ce que développe Freud dans la structure du mot d'esprit, son travail de 1905, hein, le Witz, là, le mot d'esprit. Il faudra que quelqu'un l'entende pour qu'il puisse lui, donc oui, il faudra un interprète, un autre, pour qu'il puisse lui accepter que ce mot ben, n'est pas un lapsus, mais un mot d'esprit. Un lapsus, c'est exactement le même mot, mais il n'est pas pris en compte la dimension de création. D'ailleurs, on va dire, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Immédiatement, ça part à toute vitesse. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vite se remettre sur les rails. Hein. Le destin, là, il est clair. Hein. Il faut rester là-dessus. La force du destin, elle est extraordinaire. Il faut tout de suite, éventuellement, s'excuser si on a dit quelque chose qui pourrait être un peu trop gros. Par contre, s'il y a un interprète qui est là, qui entend, et notamment, c'est comme ça que c'est dit, mais c'est une façon de parler aussi, peut rire, à condition que ce ne soit pas un rire, évidemment, un rire, on appelle ça surmoïde, c'est-à-dire un rire méchant. Celui qui a fait le mot d'esprit va pouvoir l'accepter comme une création. Une création qui, immédiatement, dès qu'elle est faite, vous voyez, disparaît. Pourquoi ça disparaît? Parce que c'est du son. Comme la musique. La musique, vous ne pouvez pas la saisir. Dès que ça sort, ça part. Et ça part tellement que dès qu'un son suit un autre, eh bien, celui qui va venir après le premier va faire entendre autre chose du premier. Et ça continue. Ce qui fait que, vous voyez que l'ensemble même de la musique, du fait des harmoniques qui la parcourent, font entendre quelque chose d'assez extraordinaire, si on peut l'entendre. Si on n'est pas trop sourd, on est tous plus ou moins sourds. Donc c'est ça aussi qui se passe, c'est ça qui est attendu dans vous voyez, aussi bien dans le travail analytique, hein, au sens où on parle du travail analytique en référence à l'inconscient, et non pas en référence à la pensée, hein, c'est tout à fait autre chose. Eh bien, si on prend cette référence-là, vous voyez que la dimension de ce qui s'entend, c'est-à-dire quelque chose, il ne faut pas aller trop vite, mais enfin on peut quand même dire un mot là-dessus, quelque chose qui tourne autour du son et de la façon dont le son peut être trouvé comme allant avec tel autre son, et ça c'est tout le travail du compositeur, hein, c'est pas le travail du metteur en scène, c'est le travail du compositeur, hein, va faire que quelque chose pourra être singulier pour chacun des auditeurs. Alors je vais à l'envers de tout ce qui est dit habituellement, puisque si on vous explique un jour comment est fait tel ou tel ouvrage musical, telle ou telle composition musicale, on va essayer de... C'est comme les tableaux, si vous allez au Louvre et que vous suivez... On dit voilà, ben oui, voilà, il a fait ça, Van Gogh, il a fait ça parce que à ce moment-là, sa vie c'était ça. On n'en a rien à foutre de ça. Peut-être. Mais ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas ça l'enjeu. C'était peut-être la difficulté de Van Gogh à ce moment-là. Comment c'est intervenu? On n'en sait rien. Mais nous qui sommes spectateurs, ce qui peut nous intéresser, c'est ce qu'il y a dans le tableau. Ce qu'il y a dans le tableau, au-delà de ce qui est dit habituellement. Et vous voyez qu'on est à nouveau là, déchiré et divisé, puisqu'on voudrait savoir ce que ça veut dire, mais dès qu'on sait ce que ça veut dire, eh bien on passe à côté. On passe à côté de ce qui est important. Il faut ne voir qu'une seule porte, la porte qui est évidente, la porte du sens. Alors que ce qui est important, c'est le moment où le sens, ça c'est aussi la découverte de Freud dans la science des rêves en 1900, hein, il explique que les associations du réel n'ont qu'un seul but, c'est qu'à un moment, eh bien, il n'y a plus de sens. Les associations s'arrêtent. Hein, ce qu'il appelle le non reconnu, l'Unerkannt en allemand, hein, et qui correspond à un point où il y a, on va lancer le mot là, hein, j'ai déjà dit ça l'an dernier, hein, où il y a ce qu'on appelle, il n'y a pas de rapport sexuel. Alors attention, on n'est pas dans le rapport génital quand on dit ça, hein, ça n'a rien à voir, hein. Il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport entre le son et le sens.
Il n'y a pas de rapport défini. C'est à chacun, chacun aura à établir un rapport singulier à un moment particulier. Comme je viens de le dire, par exemple, avec Famille millionnaire. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, ça voudrait dire que il n'y a que le dictionnaire qui peut diriger. Et vous trouvez dans le dictionnaire le sens des mots, c'est tout à fait important. Mais ce qui est important, c'est que quand vous faites une phrase, justement parce que les mots s'articulent d'une certaine façon, vous allez pouvoir créer autre chose que uniquement des mots juxtaposés. Et c'est les articulations des mots qui vont faire entendre autre chose. Par exemple, quand je dis que l'opéra naît, effectivement, ça peut être N-A-I-T, c'est complexité, N'-E-S-T, on pourrait mettre même N'-H-A-I-T, etc. On pourrait continuer. C'est-à-dire qu'au moment où je dis ça, je ne sais pas ce que je dis. C'est ça la scène. Autrement dit, je suis dans autre chose que le sens, et alors, toute la question est de savoir si celui qui est là, en principe le psychanalyste, ou l'auditeur d'opéra, c'est pareil, pour moi c'est la même chose, entend autre chose que celui qui pense penser ce qu'il croit penser. À savoir que quand il dit que naît l'opéra, c'est N-A-I accent circonflexe-T. Ou autre chose, on pourrait prendre beaucoup d'exemples. Mais c'est tout ce qu'on appelle cette dimension de l'homophonie et de l'équivoque qui est importante. Et qu'il y a tout un univers, et c'est l'univers langagier, qui est présent dès que je parle, et que c'est ça qui est important, beaucoup plus que tout ce que je pourrais imaginer et qui pourrait se comprendre. C'est ça l'important. Alors tout ça nous amène bien sûr sur autre chose que j'évoquais tout à l'heure, et qui est la question de la voix et de ce qu'on peut penser actuellement, par exemple des formations de chanteurs d'opéra. Parce que là on est en plein dedans. On est en plein dedans. Je ne vais pas vous surprendre, c'est comme c'est peut-être pas la même chose, mais c'est du même ordre. Ce qui intéresse les impresarios, tous les agents, c'est de trouver quelqu'un qui a 20-25 ans, qui a des possibilités. Alors, il s'agit en 2-3 ans, rapidement, il soit performant. Puis qu'on le balade pendant 10 ans sur des scènes internationales. C'est comme les footballeurs, c'est pareil. Conclusion, tout le travail dont je vous ai parlé, qui est tout ce travail de trouvailles au niveau des harmoniques, et par une technique particulière qui prend beaucoup de temps, n'est pas pris en compte. Ce que je vous dis là, ça ne s'enseigne pas au conservatoire, par exemple. Ça ne peut pas s'enseigner à l'université, je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas le demander. C'est comme si ça peut pas se transmettre comme ça sur le mode d'un apprentissage, on pourrait dire, c'est autre chose. Donc, comme on est dans une société, c'est un peu la dimension politique de ce que je veux dire, où il faut aller très vite, où il faut fabriquer des objets puis les jeter, vous savez le truc, maintenant c'est ça, ben c'est un peu pareil avec les humains en général, et notamment dans ce cadre-là, ce qui fait que on ne sait pas bien où ça va aller tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus tellement par exemple au niveau des ténors, il n'y a plus tellement de ténors véritablement, ou alors ceux qui ont été assez rapidement, de par le processus dont je vous parle là, processus on pourrait dire un peu de consommation quand même de ça, fait que assez rapidement la voix, par exemple un ténor qui monte au moins jusqu'au contrut, et bien très rapidement ça marche plus, ou quasiment plus, et quand ça marche, on sent bien qu'il n'y a plus de couleur à ce moment-là. Il n'y a plus de brillant. Il n'y a plus cette rondeur de la voix. Il n'y a plus ça. Et je pense que c'est une question importante, de la même façon que c'est pareil, on pourrait dire que c'est un peu quelque chose de comparable de la pratique psychanalytique. Parce que maintenant il y a des psychos, alors tout ce que vous voulez, alors il y en a tout ce qu'on veut, il suffit de regarder les pages jaunes ou Internet, vous allez voir,
Et tout est basé sur le comportement, et comment faire pour conduite à tenir, etc. Bon. Donc toute la dimension de ce que j'essaie de dire, là, c'est-à-dire autant du brillant de la voix que la dimension de l'inconscient, et je pense qu'il doit y avoir une relation, parce que c'est pas possible qu'il n'y ait pas de relation entre les deux. Comment? Ça, c'est tout le travail que je vais faire avec vous qui va me permettre. Hein. Eh bien, il y a quelque chose qui est, ça on le sait, ça, hein, qui est que le discours, quand je parle de discours, attention, hein, c'est pas de faire un discours, hein, c'est un certain type de rapport, c'est compliqué, j'en ai déjà parlé un peu, la dimension du discours, c'est ce qui fait tenir ensemble deux êtres qui se parlent, c'est ça le discours, hein, d'une certaine façon. Hein. Habituellement, quand quelqu'un parle, ce qu'on appelle la communication, c'est pour embobiner l'autre, quoi. Hein. C'est évident, hein, il faut qu'ils comprennent. Comprennent quoi? Qu'ils comprennent que je suis le maître, c'est tout, c'est très simple. Hein. Donc c'est un discours sur le maître, c'est-à-dire sur le M apostrophe, E accent circonflexe, TRE, sur l'être. Or, tant qu'on est dans ce discours-là, on est à l'opposé de la dimension de l'inconscient. Donc c'est autre chose, l'inconscient, c'est quelque chose qui n'est pas du tout l'être, on connaît ça, hein. Aristote, Platon, je veux dire, c'est pas nouveau, hein, hein. Et la religion, les religions habituellement, c'est articulé à la dimension de l'être, parce qu'il y en a un qui est vraiment l'être suprême, hein. Pour Robespierre, c'était évidemment ses idées à lui, hein, la raison, hein. Ça peut être aussi Dieu, je veux dire, c'est l'être suprême, hein. On a changé de nom, c'est tout. C'est peut-être pas la même conduite à tenir, mais de toute façon, c'est toujours l'être suprême qui est en jeu. Hein. Alors que ce qui est en jeu chez l'être parlant, et ce qu'il a trouvé, c'est qu'on pourrait dire, ce qui relève de la vie, du vivant en lui, n'a strictement rien à voir avec l'être. Donc, toute la philosophie habituellement, hein, vous voyez que c'est le discours habituel qui est tenu dans le cadre de la philosophie est très intéressant, très très intéressant, mais ça ne change rien. Moyennant quoi, vous allez voir, vous prenez les journaux actuels, les débats actuels, philosophes ou autres, et puis ceux qui ont eu lieu il y a 40 ans, c'est toujours la même chose. Il y en a toujours un qui va embobiner l'autre. C'est le discours de l'être et on peut se révolter, mais ça ne change rien. Le problème, c'est comment est-ce qu'il est possible d'accéder à autre chose dans son rapport à l'autre. Donc c'est ça ce qui nous guide dans notre recherche. Autrement dit, est-ce qu'il est possible que cette force du destin, hein, vous avez sans doute reconnu que ça c'est évidemment un opéra de Verdi, qui est très compliqué, hein. Il donne la première de cet opéra à Saint-Pétersbourg en 1862, et après, 7 ans après, il va tout changer parce qu'il va se rendre compte que ça ne va pas, etc. Et il y aura quasiment une nouvelle première à Milan. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui est important. L'ouverture, il la change complètement. C'est-à-dire que si vous connaissez ça, je vais en mettre une partie sur mon site, mais si vous connaissez ça, l'ouverture, il y a quasiment l'essentiel des thèmes qui vont correspondre aux différents personnages. Celle qui est en jeu, qui est une soprane, un ténor, un baryton, et à nouveau, on peut dire, c'est ce que dit Bernard Shaw, il a raison, hein. L'opéra c'est très simple, hein, c'est toujours la même. L'histoire est tout à fait simple, hein. C'est vraiment pas dans l'histoire, c'est pas le livret. Le livret c'est peut-être important parce qu'il y a des mots quand même, il faut faire attention. C'est toujours très simple, c'est un ténor qui aime une soprane, et puis le baryton, il les emmerde, il n'est pas d'accord, et puis derrière tout ça, il y a un père qui a été tué, qui est le père de la soprane. En général, c'est ça. Vous voyez, c'est très simple les histoires de l'opéra. Hein. Donc c'est très rapide. Hein. C'est pas bête parce que finalement, c'est la vie, hein. C'est la vie qui a lieu entre les êtres parlants. Donc, c'est la question de la voix. C'est-à-dire comment un interprète peut exposer sa voix. Je dis sa voix, je suis bien présomptueux parce que je ne sais pas ce que c'est le ça. C'est certainement pas possessif à ce moment-là. De telle façon que cette voix qu'il ne connaît pas, parce que jamais il peut la saisir, celle qu'il va trouver, parce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, hein, cette voix-là, qui est quasiment celle qui résulte du fait que lui, il n'a pas de piano, mais son piano, il est là, il ne sait pas où, son violon, il est là, il se balade en permanence avec,
Alors il fait très attention au courant d'air et tout, hein, à tout ça, ce qu'il mange, ce qu'il boit, etc. Parce que tout passe par là, évidemment. Alors, il y en a qui ont des techniques tout à fait superstitieuses, de faire attention à ne pas manger ça. Ça chacun se débrouille avec ça. Hein. Mais comment est-il possible que cet instrument-là, qu'il a, là, avec lequel il se promène tout le temps, jour et nuit, il ne peut pas dire je vais le mettre de côté, impossible. S'il s'arrête un jour de faire ses exercices respiratoires, 2-3 jours, il perd des harmoniques. Donc c'est à vie, ou alors il s'arrête de chanter. C'est fini, on ne parle plus. Mais s'il veut chanter, il faut qu'il fasse tous les jours des exercices. Parce que c'est un instrument de musique. Il faut absolument que la colonne d'air ait la pression nécessaire pour venir se briser sur les cordes vocales. S'il n'y a pas la pression nécessaire, il n'y aura pas les harmoniques. Alors il faut aussi pas abîmer les cordes vocales, ça c'est autre chose. Hein. Donc voilà un petit peu le destin de ces gens-là. Hein. On pense qu'ils sont je ne sais pas quoi, mais en fait c'est quand même ça, ils sont pris là-dedans. Donc, on pourrait dire ceci, que chacun de nous, chaque être parlant en général, hein, a été obligé, du fait qu'il a fallu qu'il... Je disais tout à l'heure qu'on est tous fils du langage. Hein. Je ne dis pas fille, parce que c'est plus compliqué que ça, mais on en parlera une fois de toute façon. Fils du langage. De ce fait-là, nous a été transmis, c'est un héritage, hein, c'est vraiment l'héritage là, hein, a été transmis quelque chose qui est ce qui s'est passé dans les générations avant. Et dont ceux qui l'ont porté n'ont absolument aucune idée. Et en général, on sait qu'il faut 3-4 générations avant qu'il y en ait un quand même qui se mette à avoir des symptômes tels que, ou bien il arrive à faire un travail personnel, ou bien ça risque de mal se terminer. On pourrait dire des choses aussi bêtes que ça. C'est un peu forcé ce que je dis, mais c'est pour vous montrer que... Donc on est articulé à une chaîne, on dit des fois symbolique, mais c'est plus compliqué que ça. À une chaîne, c'est-à-dire qu'il y a pour chacun d'entre nous ce qu'on appelle des signifiants qui nous sont propres, singuliers, qu'on va trouver dans une analyse, en principe c'est fait pour ça. Hein. Et ces signifiants, pour comprendre, parce que ils sont articulés sous forme de nouages, de nœuds. Alors il faut arriver à dénouer tout ça. Et ce qui arrive à dénouer tout ça, à nouveau, c'est pas la pensée, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle le rapport au réel, c'est quelque chose d'insaisissable, quelque chose qui fait que, par exemple, parmi vous, ce que je suis en train de dire, j'espère qu'évidemment, il y en a, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y en a aucun qui l'entende de la même façon. Vous voyez en quoi? Vous voyez qu'on n'est pas du tout là pour faire consensus, hein, que chacun l'entende de sa façon. Pourquoi? Parce que chacun a un rapport particulier, bien sûr au sens de ce que je peux dire, mais pas tellement à la connaissance. Hein, un rapport particulier à quoi? À ce qui passe dans ma voix. Et ça, j'en ai aucune idée. Parce que quand on chante, celui qui entend. Si on sait ce qu'il entend, et si on entend vraiment sa voix, on est à côté. C'est-à-dire qu'on s'entend. Je vais vous expliquer la voix qui part devant, ça ne marche pas. Elle reste là. C'est-à-dire que la voix, elle reste dans la gorge. C'est comme ça que ça se termine par des nodules, d'ailleurs. Hein. Donc il faut absolument que, quand on chante, alors la question que ça pose, de la même façon, est-ce que quand on parle, c'est pas la même chose? Réponse, quand on a fait, je pense, quand on a découvert un petit peu ce que peut être cet insaisissable qu'est l'inconscient, on peut répondre oui. Quand je parle, hein, ce qui compte, c'est pas ce que je pense dire, c'est ce qui est entendu par l'autre. Mais évidemment, il faut du temps pour arriver à ça. Ce qui fait que, habituellement, pendant tout un temps, j'ose pas parler parce que je sais déjà ce que l'autre va penser. Vous voyez dans quoi? Eh bien, rien ne peut avoir lieu. Hein. Donc il faut du temps pour que les choses adviennent progressivement, dans la mesure où, quand je parle, c'est l'autre. Alors c'est compliqué l'autre, hein. C'est pas uniquement quelqu'un en chair et en os, c'est bien plus compliqué que ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans davantage aujourd'hui. Hein. Ce que je veux seulement dire, c'est que quand je parle habituellement,
je crois que je sais ce que je dis. Ce qui est évidemment la méconnaissance la plus totale. Hein. Je crois que je sais ce que je dis, et c'est seulement si je viens buter, si je viens déraper sur un mot, que je vais me rendre compte que il y a autre chose que ce que je pense dire, évidemment. Hein. Et c'est seulement, comme je le disais tout à l'heure, lorsque ça survient, ça, que quelque chose de nouveau peut advenir, et j'insiste, quand ça survient, c'est quelque chose qui s'entend. Toute la découverte de Freud, notamment reprise par Lacan, met l'accent là-dessus, sur ce que Lacan va appeler le signifiant. Freud en parle aussi, à partir des découvertes de Saussure, c'est-à-dire de la linguistique, mais pas véritablement comme ce dont il s'agit, hein, ce dont je parle pour le moment. Et donc, il y a un rapport, il s'agit de préciser un peu lequel, entre le fait de parler et le fait d'entendre. C'est deux positions différentes. Et c'est peut-être, quand on arrive à pouvoir nouer ces deux positions-là, qu'il y a quelque chose qui a changé. Et tant qu'on est pris dans le sens, et c'est normal, hein, j'insiste bien, hein, on est fait comme ça, tant qu'on est pris dans le sens, eh bien, on est dans cette illusion qu'il y a ce qu'on appelle le rapport sexuel, hein, c'est-à-dire, le rapport sexuel, ça veut dire que tout est sexuel, hein, ça existe depuis l'Antiquité, c'est pas la psychanalyse qui a dit ça, hein, le phallus comme étant un symbole particulier, je veux dire, vous allez chez les Romains, alors c'est hyper connu cette affaire-là, c'est pas du tout nouveau, hein, la psychanalyse, là, Freud est parti de ça, bien sûr, parce qu'il fallait bien qu'il démarre, hein, mais il est allé ailleurs, c'est pas parce qu'on lève de chapeau ou de parapluie, que je sais pas quoi, c'est un peu trop simpliste ça, hein. Ça c'est tout simplement le symbolisme d'une certaine manière. Hein. Et ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir que chacun va entendre à sa façon, c'est très important. Vous voyez que c'est la différence entre Freud et Jung. C'est que Jung, il dit qu'il y a un inconscient collectif. C'est qu'on va pouvoir tous se retrouver là-dedans. Les archétypes, etc., tout ça, il suffit de trouver les archétypes, les évidents. C'est pour ça que c'est à la mode, hein, comme en Amérique. Hein. Ça c'est très pratique, c'est de la connaissance particulière. Hein. Alors que pour Freud, il n'y a pas d'inconscient collectif. C'est-à-dire que c'est pour chacun, au un par un, que peut s'entendre quelque chose de particulier. Et que le vrai, c'est pas ce qui est valable pour tout le monde. Ça n'a rien à voir avec ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui va avoir de la valeur au un par un, pour chacun. Et c'est là qu'on peut revenir dans cette question qui peut vous paraître peut-être un peu rapide, mais on aura le temps d'y revenir, à savoir la couleur de la voix, puisqu'il n'y a pas deux voix qui se ressemblent, en fait. Il n'y a pas deux visages qui se ressemblent. Ce n'est pas tellement par les analyses au niveau de la voix, les analyses très poussées scientifiques, on va trouver, bien sûr. Mais un jour, on a dit, mais c'est pas possible, ce ténor-là, avec ce qu'il chante, mais il doit avoir des cordes vocales extraordinaires. Alors on a fait, il y a longtemps, hein, maintenant, je ne sais pas ce qu'on ferait, maintenant on chercherait dans les chromosomes, hein, mais on a fait une autopsie, on s'est rendu compte qu'il avait des cordes vocales, comme tout le monde. Exactement comme tout le monde. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fait, ce dont j'essaie de vous parler? C'est une véritable énigme. C'est pour ça qu'il faut une certaine technique, mais la technique ne suffit pas. Après, c'est l'interprétation, où, alors là, on y va avec ce qu'on va appeler, comme ça rapidement, les affects. Hein. Les affects, mais c'est quoi les affects? C'est pas des états d'âme, hein, comme on dit. C'est pas l'âme, j'âme, tu as mis l'âme. Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça. Ça c'est ce que les philosophes aussi ont pu penser à un moment. Hein, on ne pense pas avec son âme. Hein. On ne pense pas du tout avec son âme. Hein. Ça, c'est Aristote, ça. Hein. Il fait comme tout le monde, il a essayé, mais on peut penser aussi qu'il était peut-être un peu à côté. Hein. On ne fait pas beaucoup mieux. Hein. Vous allez n'importe où, on va vous dire qu'on pense avec les neurones, mais c'est exactement la même chose. Hein. Strictement pareil. Hein. La seule chose, c'est que les biologistes ou les neurophysiologistes, ils ne savent pas que ce que les autres appelaient l'âme, ils appellent ça les neurones, c'est exactement pareil. Hein. C'est quelque chose de précis. Ah, mais ça revient exactement même. On pense avec quoi, là? Eh ben voilà. Eh
la psychanalyse, par exemple, depuis Freud, on pense du fait que ce qui est à l'origine, le langage, découpe le corps en rondelles. Alors tous les circuits, vous savez, moi je suis bien placé, je suis médecin, hein, l'anatomie, la physiologie, tout ça, c'est complètement à côté de ce dont on parle. Ce qui fait qu'on peut, vous savez très bien, tout d'un coup, on a mal je ne sais pas où. Hein. Et puis c'est pas du tout... alors je sais bien qu'il y a les orientaux qui ont des circuits, ben, je ne connais pas, donc je ne peux pas vous dire là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que la psychanalyse, elle s'appuie sur le fait que dès que je pense à partir du corps, je ne pense pas du tout avec l'âme, quel que soit ce qui est devenu l'âme actuellement, parce que c'est pas parce qu'on est matérialiste qu'on ne croit pas à l'âme, hein. Alors, pas du tout. À nouveau, ce serait trop simple, ça. Hein. Peut-être qu'on y croit, mais on est à côté. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas croyant qu'on ne croit pas qu'il y a Dieu. Hein. C'est trop simple, ça. Hein. Dieu, ça peut être la nature, par exemple, ou l'écologie, pourquoi pas. Ce serait une croyance. Donc, on est croyant. Le problème, c'est comment on fait avec ces croyances. Vous voyez, ça va très loin, là, les choses. Hein. Et là, on est dans le sens, là. On n'est pas dans le son. On est dans le sens. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Qu'est-ce qui fait que il y a ce quelque chose d'absolument insaisissable qui passe par le corps. C'est là où j'en arrive. Hein. Hein, c'est-à-dire que l'affect, ça vient du corps, du fait que l'affect, on pourrait dire, ça vient à un corps, pas au corps, pas à le corps, hein, non, à un corps particulier. À savoir que chacun a un corps. Il n'y a pas deux corps identiques. Tout ce qu'on... Oui, ça va loin, hein. Moi, j'y ai cru puisque j'ai fait médecine. Hein. Il n'y a pas deux corps identiques. Même dans le fonctionnement chimique, biochimique, etc. Ce qui explique quand même que... il y a quand même des évolutions, des destins différents des corps. Hein. C'est logique. Hein. Bon. Donc, il n'y a pas deux corps qui sont identiques. Hein. Et l'affect vient à un corps, et ceci du fait qu'il est habité par le langage. C'est ça qui nous intéresse. Ce que je dis ne remet pas en cause le développement de la science. Hein. C'est simplement autre chose, ce que je dis, qui est habituellement oublié. Qui est même plus qu'oublié, qui est complètement censuré. Je dis, vous n'allez pas le trouver comme ça dans les ouvrages scientifiques. Hein. Donc, l'affect vient à un corps. Il n'y a pas deux corps identiques, puisque c'est pas le un de la fusion, là, c'est pas faire un avec quelqu'un. Un, hein, c'est aussi indéfini, un article indéfini, comme je le disais tout à l'heure, c'est une voix. Hein. L'article vient à un corps, l'affect vient à un corps, et c'est parce qu'il vient à un corps qu'on prend en compte le fait que nous sommes, que nous le sachions ou pas, que nous ne voulions pas, nous sommes fils du langage. C'est ça notre richesse. C'est-à-dire qu'il y a au cœur du langage un trou. C'est pour ça qu'on peut faire des trouvailles. Il y a un trou, il y a un moment où le sens manque, défaille. Et c'est parce qu'il y a ce trou que ce manque de sens, que quelque chose tout à coup peut apparaître autrement. Voilà, je vous remercie.